Denis Christol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, vous êtes ancien directeur de l'ingénierie de formation et d'innovation au CNFPT, puis vous avez été directeur de l'innovation et du développement pour l'APM, et vous êtes aujourd'hui consultant en apprenance collective, stimulateur d'écosystèmes innovants, facilitateur organisationnel et chercheur associé à Paris-Ouest Nanterre. Alors, en tant qu'expert de l'intersection entre l'éducation et l'IA, je vous propose dans cette interview d'explorer un peu comment l'IA révolutionne l'apprentissage et l'éducation. Vos perspectives, elles seront particulièrement précieuses pour comprendre cette transformation si importante. Et avant de commencer, peut-être qu'on pourrait commencer par parler du petit Denis et sa relation à l'école. Oh, alors ça fait remonter à loin ça, mais disons que l'école, c'est un moment plaisant de ma vie, je dois dire. J'ai bien aimé cette partie-là. J'étais plutôt sage, discipliné, pas super bon élève, mais je me débrouillais. Et je dois dire que ça a décollé au niveau de l'université, où après avoir cherché ma voie, je me suis passionné pour les ressources humaines et dans les ressources humaines pour la formation professionnelle. Donc voilà, j'ai suivi ce qu'on appelait alors des DESS en organisation et ressources humaines. Et ce n'est que progressivement que j'ai vraiment creusé et après avoir exercé une douzaine d'années au CESI, qui est une école d'ingénieurs, comme responsable des formations intra, conseil, sur mesure, je me suis posé des questions sur la façon dont les managers apprennent. Parce que je pilotais des longs dispositifs qui duraient plus d'un an et demi, et je m'apercevais que ces managers apprenaient partout, y compris à l'extérieur des dispositifs de formation que j'organisais. Donc, j'ai entrepris une thèse sur ce que j'ai appelé la fabrique des managers, identité et rapport au savoir, et pendant 3 ans, j'ai interviewé des managers, des dirigeants, pour comprendre comment ils apprenaient en situation de travail. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas tant les cours qu'ils avaient reçus à l'école que le mouvement abrasif de leurs équipes, de leurs fournisseurs, de leurs clients, qui venaient les frotter un peu et qui les obligeaient à apprendre différemment. Donc, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y avait une auto-formation de ces dirigeants. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que contrairement à une idée un peu que je pouvais avoir, ils n'apprenaient pas seuls, ils apprenaient toujours avec les autres. Donc, je suis passé d'une vision du dirigeant avec une approche d'auto-formation à un regard sur la socio-formation, c'est-à-dire j'apprends seul, mais jamais sans les autres. Donc j'apprends avec mon équipe, avec mon comité de direction, avec mes fournisseurs, avec tout le monde. Et donc je développe des apprentissages professionnels informels. Donc je me suis passionné pour ça et du coup j'ai essayé de comprendre tout un ensemble de dispositifs d'apprentissage en groupe, en communauté, en équipe, en club, à l'association Progrès du Management. Donc toutes les formes collectives de l'apprendre, et y compris des formes numériques, puisque J'allais sont vous poser assez... la question, effectivement, sur qu'est-ce que la technologie, de manière générale, a changé au fur et à mesure de votre parcours sur l'éducation, justement, ou la formation. Alors, si vous voulez, à un moment donné de ma carrière, j'avais regardé vraiment comment les équipes apprennent, comment elles se développent, et je me suis dit, je vais aller examiner ça de plus près dans un environnement qui est un peu un lieu pédagogique assez fort, qui est le Québec. Pourquoi c'est assez fort pédagogiquement? Parce que le Québec est à l'interface entre l'Amérique du Nord, le pragmatisme américain, et puis l'Europe, par la langue française notamment. Et donc, cet entre-deux est particulièrement riche en pratiques pédagogiques. Donc, je suis parti là-bas pour aller observer toutes les communautés d'apprentissage en ligne, parce qu'ils étaient assez, pardon, novateurs, ils avaient beaucoup de pratiques, et ils prétendaient être en capacité d'aider des communautés d'apprenants à se déployer. Donc, je suis parti là-bas et j'ai observé effectivement des approches hybrides
entre des groupes humains qui se réunissaient dans des entreprises ou dans des associations, beaucoup de réseaux d'entrepreneurs québécois qui se forment mutuellement, et puis des dispositifs en ligne sur lesquels ils s'appuyaient pour apprendre. Donc c'est aussi le début des MOOC, des dispositifs d'apprentissage qu'on appelle aujourd'hui connectivistes, où on apprend les uns des autres. Donc j'ai rencontré beaucoup de chercheurs là-bas qui travaillent. Alors, certains travaillent sur ce qu'on appelle le knowledge building. Donc on prend une question et puis progressivement le groupe s'efforce d'apporter des éléments de réponse et s'auto-saisit par lui-même de la problématique qu'il a envie de résoudre. Complètement à l'inverse d'une approche où on part sur des objectifs d'apprentissage et à partir de ces objectifs, on va te transmettre des contenus et à partir de ces contenus, on va valider que tu as bien appris. Là, c'est l'inverse. C'est je pars en exploration sur un thème qui m'intéresse et je vais aller explorer. Et du coup, le numérique est un atout extrêmement précieux parce qu'il va permettre eh bien, de créer des bases de données communes, de créer de l'intelligence collective en ligne. Et finalement, dans un pays aussi grand que le Canada et que le Québec, avec des conditions climatiques parfois difficiles, euh, il faut tenir compte de ça aussi. Tu ne te déplaces pas si facilement en hiver au Québec quand tu as de la neige partout. Donc, il y a une forme d'aisance que j'ai pu observer de l'usage de ces technologies qui permettait à des groupes d'étudiants, à des groupes d'apprenants, eh bien, de se former et d'apprendre. Alors, on peut parler de ça effectivement sur la logique d'apprendre à distance et d'apprendre seul, sans formateur, notamment avec le Ouais. e-learning. Donc, on l'a vu ensemble sur la logique effectivement d'une nouvelle forme d'apprentissage. Et puis, il y a la révolution de l'IA générative qui arrive. Il y a un an, ChatGPT, un peu plus d'un an, ChatGPT arrive et ça change. Alors, est-ce que ça change tout? Est-ce que ça change un peu? Est-ce que c'est un outil de plus? Comment vous voyez ce changement avec l'IA générative? Alors, c'est un changement qui arrive soudainement par un accès au grand public. Mais les professionnels savaient déjà ce qui se préparait depuis très longtemps. Ils le savaient. J'ai souvenir d'avoir vu un expert qui était à The Camp. The Camp, c'est une sorte de laboratoire d'exploration du côté d'Aix en Provence et qui avait mis en place un système de conférenciers très prospectiviste où on combinait des conférenciers puis des designers pour inventer le futur. Et ce conférencier nous avait déjà parlé de l'intelligence générative bien avant que le grand public en ait la puce à l'oreille. C'était il y a plus de 6 ans. Donc ça remonte à un paquet de temps. Et en fait, le constat qu'il faisait, c'est que si la culture de l'intelligence artificielle générative ne se développe pas plus, c'est qu'il n'y a pas de manager de l'IA dans les entreprises, il n'y a pas de vision de ce à quoi ça peut servir, il n'y a pas d'usage, et donc ça reste quelque chose un peu entre spécialistes. Alors ça existait déjà, l'intelligence artificielle, fortement implantée, notamment pour les formations linguistiques, où déjà il y avait cette idée d'une adaptation continue des exercices aux apprenants. Donc, ce qui est vraiment radicalement différent, c'est cette irruption où en quelques semaines, en un mois, c'est 100 millions d'utilisateurs qui ont été conquis par ChatGPT, donc c'est Mhm. unique dans les annales d'adoption de technologie. Et Ouais. justement, alors, sur l'impact de l'IA sur l'éducation, de votre point de vue, comment l'IA va redéfinir ou redéfinit les méthodes éducatives et de formation actuelles? Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'IA, c'est une double rupture. Une première rupture dans les technologies intellectuelles, c'est-à-dire que certains voient l'IA comme une prothèse, d'autres voient l'IA comme une orthèse. La différence entre ces deux termes, c'est que la prothèse, c'est un peu comme des béquilles qui viendraient te soutenir parce que tu as une lacune, parce que tu as un manque. Alors que l'orthèse, c'est quelque chose qui vient t'augmenter. C'est comme un exosquelette qui te renforcerait ta musculature, tes os. Donc, déjà, il y a cette première prise de position sur un marché des technologies intellectuelles. Premier élément. Donc, et on va voir toutes les conséquences que ce positionnement-là a. Et deuxièmement,
c'est aussi un positionnement sur un marché économique. C'est-à-dire que, au passage, le modèle des moteurs de recherche qu'on croyait installés ad vitam aeternam avec les mannes publicitaires qui étaient associés se voit tout d'un coup secoué par ces intelligences artificielles génératives en offrant un surplus de valeur ajoutée, à savoir une capacité de produire du texte. Donc, déjà, ces deux éléments-là, ces deux prises de position sur un marché, ça vient transformer un contexte global, avant même de parler d'éducation et de pratiques pédagogiques. Quant aux pratiques pédagogiques, effectivement, elles vont être touchées de plusieurs manières. D'abord, la formidable capacité d'aller chercher des informations. Donc, c'est une puissance de calcul qui est considérable, qui va pouvoir identifier sur des bases de données gigantesques eh bien, des éléments d'information. Alors, elle va le faire de façon pertinente si les demandes et les questions sont élaborées de façon pertinente, ce qu'on appelle le prompt design, ou cette capacité à interroger. Au passage, ça renvoie et ça renforce à une vieille pratique de la maïeutique, c'est-à-dire que la capacité à poser des questions devient de plus en plus intéressante. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on s'aperçoit que les contenus, s'ils sont disposables et qu'on peut les agréger de façon importante, eh bien, ne recèlent pas toute la valeur ajoutée, la qualité pédagogique. Ce qui va être intéressant, c'est la capacité d'interpoler les contenus. Et ça, l'intelligence artificielle générative a un pouvoir d'interpolation par ces modèles statistiques qui est extrêmement puissant. Peut-être a-t-elle encore des limites dans ses capacités d'extrapolation, c'est-à-dire la capacité d'induire et d'inférer des nouvelles idées, des nouveaux processus. Donc là, peut-être encore l'être humain a cette capacité d'opérer des entreliens, des liens sensibles que l'IA n'a pas. L'IA reste dans le cadre de l'interrogation qu'on a pu lui donner. Alors, Donc, on va rappeler quand même que, effectivement, vous avez parlé des LLM, Large Language Model, oui, qui sont les IA génératives qui permettent effectivement de produire du texte. On arrive à une évolution technologique qui va vers ce qu'on appelle les LMM, c'est les Large Multimodal Models, qui vont permettre effectivement d'interagir non seulement avec du son, avec du texte, mais du son, de la vidéo, des fichiers, etc. Donc on assiste à une évolution technologique considérable à laquelle on peut rajouter également la logique du multilinguisme, parce que ça, c'est quelque chose qui effectivement a trait à une révolution de l'interconnexion entre les individus qui permet de former ou d'accompagner dans une logique multilingue qui facilite la transmission. Donc, si on pousse un peu la logique de ça, on a parlé de l'impact de l'IA sur l'éducation ou la formation. Quels sont les défis que vont devoir relever les organisations et également, de manière générale pour l'éducation, quels sont les défis et les opportunités? alors, vous l'avez très bien dit, il y a quelque chose qui est une confrontation des systèmes de langage actuels. Traditionnellement, la sémantique générale distinguait les signifiants, les signifiés et les référents, c'est-à-dire la chose, son idée et son véhicule. Par exemple, le mot table, la représentation picturale d'une table et le concept de table. Et on voit qu'avec ces nouveaux modèles, eh bien, il y a une espèce de fluidité qui opère entre signifié, signifiant, référent. On peut passer de l'un à l'autre de façon absolument fluide. Donc c'est complètement hallucinant de se dire, je prends une image, je peux la transformer en son, ou je prends un son et je peux le transformer en texte. Quand je parle d'un son qu'on transforme en texte, c'est pas une voix enregistrée, c'est peut-être un concert de Berlioz ou un concert de hard rock selon vos goûts. Et là, vous allez pouvoir le transformer en un texte, de la même façon une image. Donc là, on voit qu'au niveau de la communication s'ouvrent des choses complètement hallucinantes. Je rêve que demain, on puisse dialoguer avec des plantes, des animaux, parce qu'on va être en capacité de transformer des sons en images ou en sens.
Est-ce que ça vaudra le coup, ça? Est-ce que ça vaudra le coup de discuter avec un animal? Par exemple, un chien, est-ce qu'on va se dire, si jamais on pouvait comprendre ce qu'il pense, il va dire, par exemple, manger, jouer. Est-ce que ça ne sera pas décevant, en fait? Alors peut-être. Alors on a commencé hein, à dialoguer avec des baleines récemment, très récemment. Là, on a commencé à dialoguer avec des baleines. Moi, je trouve que ça ouvre des perspectives géniales. Alors si on revient quand même à nos questions éducatives, on voit que ça bouleverse tout, quoi. Mais dans la partie éducative, soit on reste dans une logique de ce que j'appellerais une pédagogie fossile, c'est-à-dire des couches de données qui s'accumulent et puis, par une opération de carottage, hop, on va interroger la mémoire des apprenants pour voir ce qu'ils ont mémorisé d'un apprentissage, d'un contenu. Ça, c'est ce que j'appelle une pédagogie fossile, où on se contente de ressortir des éléments de mémoire. Soit on va au contraire se dire, tiens, est-ce qu'on peut créer des nouveaux liens? Est-ce qu'on peut aller vers plus de créativité? Comment est-ce qu'on va pouvoir toucher le sensible pour aller vers des liens et des questions qui nous ramènent non pas simplement à une approche cognitiviste, mais une approche phénoménologique, c'est-à-dire utiliser la sensibilité humaine qui nous est propre, qui nous est caractéristique, eh bien, pour pouvoir interroger le monde autrement. Autrement dit, ma croyance est que nous ne lutterons pas, entre guillemets, contre les intelligences artificielles génératives en étant plus intelligents et plus rapides qu'elles, mais nous pouvons compléter notre façon de sentir le monde avec ces outils et donc explorer des zones qui sont pour l'instant peu mobilisées, peu utilisées. Et ça, c'est un vrai pari, quelque chose d'assez passionnant. C'est-à-dire qu'on a probablement intérêt à s'inspirer encore plus du vivant, de la nature, et d'utiliser les intelligences artificielles génératives pour explorer, computer, rechercher, rassembler des éléments, des faits, là où nous sommes moins bons qu'elles finalement. Hein. On ne courra pas plus vite qu'une voiture, on ne calculera pas plus vite qu'une intelligence artificielle. Donc, autant utiliser, si je peux utiliser cette expression, notre temps de cerveau disponible pour des tâches créatives, pour des explorations nouvelles, sensibles, probablement développer encore des compétences socio-émotionnelles. En tout cas, c'est ce que je crois que l'intelligence artificielle, paradoxalement, va nous apporter. Si on n'utilise pas l'intelligence artificielle comme simplement une visée de contrôle de l'individu. Parce qu'un des risques qu'on peut voir, c'est la construction je dirais, d'environnements affordants. Qu'est-ce que les ergonomes entendent par l'affordance? Eh bien, c'est un environnement qui va un peu au-devant de nos désirs, au-devant de nos possibilités. Un exemple très simple hein, d'une affordance, c'est la tendance qu'ont les intelligences artificielles ou même votre téléphone portable à compléter une phrase qu'on est en train d'écrire. Vous voyez, ça va au-devant du sens qu'on est en train de mettre en place. Et ça, il y a un côté un peu nudge, hein, il y a un côté un petit peu, on nous prive de notre autodirection de la pensée. Donc là, il y a un des risques sur lesquels il faut être vigilant, c'est de garder la liberté de conduire notre pensée. Et donc, je me méfie assez fortement de ce qu'on appelle les apprentissages adaptatifs, c'est-à-dire des apprentissages qui iraient, soi-disant, nous aider à mettre des exercices de difficulté croissante et qui finalement risqueraient de nous faire perdre notre libre arbitre et notre capacité à diriger nos propres chemins d'erreur. Alors, comment voyez-vous notre relation à l'IA dans l'éducation, mais de manière générale à l'IA générative avec les modèles qu'on a évoqués, sur cette notion de rapport de l'homme à l'IA avec l'émotion, le sens et l'essence? Alors, souvent, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on évoque les mythes anciens, et on joue à se faire peur. Donc, la première image qui vient, c'est Terminator, c'est le golem, c'est des créatures qui échappent à leur maître. Et on dit, voilà, il va y avoir une singularité qui va prendre le pouvoir. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de fantasme de peur. Et je pense que c'est pas du tout ce scénario-là qui est le plus probable, mais on est plutôt orienté, non pas vers Terminator, mais vers Kalinator.
Kalinator, c'est une intelligence artificielle qui va plutôt, au contraire, renforcer nos émotions positives. Le plaisir de créer des choses auxquelles on ne pensait pas être capable d'accéder, de créer des images, de créer des sons, de créer des textes, simplement à partir de son intuition, de sa sensibilité. Eh bien, je crois que ça peut nous ouvrir à cela. C'est-à-dire que euh, l'intelligence artificielle peut réveiller une fibre créatrice chez un nombre important d'entre nous. Donc, certes, nous ne serons peut-être pas dessinés à la plume, au crayon, mais notre façon de sentir le monde, de le voir, va pouvoir aboutir non pas à cette singularité de l'intelligence artificielle qui fait peur, mais à une singularité humaine qui nous renforce et qui nous emmène dans le meilleur de nos émotions. Oui, on peut Donc, dire aussi effectivement que grand potentiel par rapport à ça. Et on peut dire que l'IA, effectivement, n'a pas de sens dans le sens de objectif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de direction, elle n'a pas un agenda particulier, elle n'a pas de but dans ce qu'elle crée. Elle crée des choses qui, pour nous, déclenchent des émotions, mais pour autant, elle ne comprend pas ce qu'elle produit. Dans cette logique-là, je comprends bien l'idée du Kalinator. Alors, je vais revenir au sujet du rôle des éducateurs à l'ère de l'IA avec cette logique-là que vous avez un peu abordée, mais que je voudrais qu'on détaille, c'est la logique de précepteur privé. On l'a dit, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de la cognition humaine, ce que Teilhard de Chardin appelle la noosphère. Donc la logique du contenu, on l'a. On est capable également d'avoir les plus grands experts. On peut avoir dans la poche Socrate, Montesquieu, Diogène, l'ensemble des gens, Léonard de Vinci, qui ont été les grandes figures de la connaissance et de l'histoire. Et on a surtout une capacité aujourd'hui à s'adapter aux individus dans la logique de leur formation. Et c'est ce que vous avez évoqué avec le risque que cela peut générer, c'est effectivement de guider trop l'apprentissage. Maintenant, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est formidable comme outil d'avoir une capacité à s'adapter, par exemple, imaginons la table de multiplication pour apprendre la multiplication, ou les multiplications, ben, il y a plein de méthodes différentes. Et est-ce que trouver la bonne méthode pour le bon interlocuteur, c'est pas quelque chose qui va changer aussi radicalement la donne? Alors, il y a cette logique de préceptorat personnalisé. Je crois que demeure également le rôle de médiation par rapport au savoir, de rôle d'enseignant qui, de mon point de vue, vont se transformer en facilitateurs. Traditionnellement, l'enseignant, il dit, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est transmettre. Ce faisant, c'est souvent le passage d'un cerveau à un autre qui est renvoyé par cette idée du transfert. Et je pense que ce à quoi peut nous permettre l'IA, c'est de sortir de cette pédagogie fossile où on prendrait un contenu pour le mettre d'un cerveau A vers un cerveau B. Et que cette médiation peut se transformer en facilitation, c'est-à-dire en accompagnement des apprenants à construire par eux-mêmes, pas simplement le contenu de leur savoir, mais les méthodes avec lesquelles ils vont pouvoir développer ce savoir. Autrement dit, peut-être demain, un facilitateur va appuyer les apprenants à construire leurs tutoriaux d'apprentissage, va les aider à construire leurs outils, leurs processus, leur manière même d'apprendre, et pas simplement leur apprendre des contenus directs. Et donc, ça peut conduire à une augmentation de l'esprit critique, à une capacité de l'individu de ne pas être simplement sous le joug d'un précepteur, qui serait un précepteur, je dirais, monodirectionnel, un petit peu comme les vieilles boîtes vocales dans lesquelles on tapez 1 et vous irez à 2, tapez 2 et vous irez à 3. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, puisque par définition, l'intelligence artificielle générative, elle a un champ bien plus large d'interrogation. Donc, ce rôle du facilitateur va être d'aider par son questionnement, par probablement une connaissance et un savoir sur les outils disponibles, à guider l'apprenant à se construire lui-même ses propres ressources pour apprendre. Alors, il y aura probablement différents niveaux de préceptorat, parce que on n'est pas tous égaux dans nos rapports au savoir. Certains d'entre nous auront besoin de rester sur des bases plus simples, plus directement
en lien avec des contenus. D'autres auront besoin de travailler sur le processus même de l'apprendre et la façon dont ils vont agir sur leurs propres croyances. Et d'autres seront peut-être amenés à aller vers des, comment dirais-je, euh, une dimension plus spirituelle ou se poser des questions de sens. Je pense que ces questions de sens vont probablement augmenter. Qu'est-ce qui fait que je m'oriente dans cette direction plutôt que dans telle autre? Donc, il y a une dimension, alors spirituelle, ça serait peut-être un peu fort, mais une dimension de sens que les facilitateurs vont être amenés à interpeller, à interroger régulièrement auprès de leurs apprenants. Le rôle de la médiation va être importante dans le monde qu'on va connaître. Maintenant, de manière concrète, comment on prépare les gens à ce changement? Comment on prépare les futures générations à travailler ou se former avec l'IA? Quelles sont les compétences clés qu'il va devoir falloir avoir pour pas dominer la technologie, mais pour être co-créateur de sa formation avec la technologie? Alors, vous venez de dire un mot important, être co-créateur de sa formation. Euh, C'est-à-dire que si je schématise un peu, on va dire il y a plusieurs formes de pédagogie. Il y a une pédagogie qu'on appelle du discernement. Cette pédagogie, elle tire ses sources du XVIe siècle avec Saint Ignace, donc c'est une pédagogie ignatienne. Le discernement, c'est chercher le vrai du faux. On voit que avec toute la complexité du monde dans lequel on est, et puis toute la richesse des informations, cette pédagogie du discernement, elle devient difficile. Comment trouver le vrai du faux dans ce monde de fake news? Une deuxième dimension pédagogique ou une deuxième grande orientation, c'est une pédagogie dite de l'émancipation, qui vise à construire des individus libérés de croyances, de chaînes, de liens. Probablement que l'IA nous invite à sortir de ces modes de pensée et de développer une pédagogie plus éthique, plus intégrative, dans laquelle le questionnement va prendre de plus en plus de questions. Et de façon très concrète, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie construire du savoir par soi-même, probablement dans des groupes, dans des collectifs, avec l'appui de facilitateurs et à partir de grandes questions qui se posent. Donc les grandes questions qui se posent, ce sont des questions qui concernent nos territoires, qui concernent les transitions écologiques, qui concernent les questions de santé, de transport. Donc je pense que la contextualisation des problèmes eh bien, va rentrer de plus en plus en compte dans les enseignements parce que le simple transfert de contenu dans un espace est insuffisant. Pour que l'enseignement soit complet, de mon point de vue, eh bien, il va y avoir une nécessité de s'attaquer à des situations réelles. Alors, ces approches pédagogiques, on les connaît. John Dewey, un pragmatiste philosophe américain, parle de pédagogie par l'enquête. Donc, c'est plutôt des recherches qu'on va être amené à faire. Donc, plutôt que de simplement donner un cours à des élèves, eh bien, c'est peut-être de leur apprendre à aller chercher par eux-mêmes des informations et à les guider pour construire leurs connaissances et, par confrontation, ce qu'on appelle en pédagogie un conflit socio-cognitif, arriver à construire un objet commun. Donc, cette pédagogie de l'enquête, c'est utiliser les intelligences artificielles pour composer soi-même de la connaissance plutôt que simplement la recevoir. C'est probablement, j'imagine aussi, pour des examens. On pourrait dire, comme on l'a fait avec la machine à calculer quelques décennies en arrière, machine à calculer interdite. On pourrait au contraire dire, obligation d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais le résultat, ça ne doit pas être simplement un copier-coller. Ça doit être une construction dans laquelle la singularité de l'apprenant ressorte. Charge à lui d'apprendre à poser des bonnes questions, à trouver les bons éléments, probablement à le faire dans un laps de temps limité, de façon à ce qu'il soit lui-même en capacité de construire une réponse originale. Peut-être, alors j'extrapole, peut-être qu'une reconnaissance faciale fera que ça sera bien lui qui est en train de répondre et non pas un tiers qui télécharge des informations. Donc, il y a des possibilités d'aller chercher de la créativité, de s'intéresser aux questions réelles, concrètes du futur, et pas simplement, comme je le dénonçais dans une pédagogie fossile,
à redonner, restituer des savoirs anciens. On se rappelle ce que nous disait Einstein, hein, les problèmes d'aujourd'hui ne seront pas résolus avec les façons de penser d'hier. Donc probablement que l'intelligence artificielle, eh bien, peut être une opportunité de trouver des nouvelles façons de raisonner, de penser et de s'attaquer aux problèmes les plus concrets possibles. Donc moi, j'en appelle de mon vœu à des apprentissages expérientiels, c'est-à-dire engagés dans la vie, qui nous amènent à résoudre des problèmes très concrets. Ça peut être très simplement pour une école. J'imagine que dans l'éducation, eh bien, s'intéresser aux problèmes d'environnement autour de son école aura beaucoup plus de sens que simplement recevoir passivement des informations sur le fait qu'il faut faire attention à l'eau, à l'électricité, etc. Donc, je vois une pédagogie beaucoup plus vivante, incarnée dans la cité. Alors, je le vois pour des enfants, je le vois pour des adultes, plutôt que de simplement apprendre un cours de marketing et de communication, eh bien, utiliser toutes les ressources d'intelligence artificielle générative pour co-concevoir ensemble quelque chose qui nous implique. Et donc, je vois l'expérience éducative comme étant une expérience inédite et jamais une répétition de choses qui ont eu lieu. Et le fait d'avoir de l'inédit, c'est quelque chose qui va renforcer notre motivation, notre envie d'apprendre, notre envie de faire avec les autres, et puis de s'impliquer sur des sujets très très concrets. Voilà comme je sens les choses. Alors, on a parlé de l'arrivée de l'IA générative dans l'éducation qui ne fait pas de questions, en fait, hein. C'est une arrivée qui est évidente et qui va être extrêmement puissante et va avoir un impact très important sur les formations et l'éducation. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'accessibilité pour chaque individu à cette utilisation de l'IA et l'équité qui en résulte. C'est est-ce que les gens vont être égaux face à la technologie dans les processus d'apprentissage? Est-ce qu'on va avoir un accès équitable et universel à l'éducation assistée par l'IA? Et le corollaire de cette question, c'est quelles mesures pourraient être prises pour éviter une fracture numérique qu'on a vue déjà dans les années passées? Alors, j'aimerais revenir à un précédent technologique qui est l'arrivée du smartphone sur la planète. Euh, le smartphone, c'est plus d'un humain sur deux qui en possède un, y compris donc dans des pays assez démunis. Et ça a été une rupture technologique importante qui a permis d'éviter tout un réseau de fils, de téléphones, de poteaux, etc. Et donc, par satellite, la possibilité d'avoir accès directement à des éléments d'information. L'UNESCO a bien montré tout l'impact de cet équipement en téléphone sur la planète pour éradiquer de l'ignorance, de la pauvreté. Je pense que l'intelligence artificielle générative peut jouer le même type de rôle et d'accélération. Alors, bien entendu, les grands opérateurs vont chercher à rentabiliser leurs investissements, à trouver de l'argent. Donc, il y a une vigilance des États à rendre accessibles ces intelligences artificielles génératives à tous, hein. Je pense qu'il y a une prudence à avoir par rapport au marché, hein, qui, bien entendu, vont essayer de tirer le maximum de profit et de bénéfices de la situation. Donc là, il y a une dimension de régulation. Il y a aussi Oui, parce qu'on se pose la question de qui dirige, qui maîtrise, qui peut imposer éventuellement une pensée par rapport aux tenants de l'IA et de ces technologies. Alors, c'est clair. Et puis, il y a aussi, il y a aussi des soutiers hein, de l'intelligence artificielle générative, hein. On sait, par exemple, que des ouvriers philippins vont aller taguer des images pour qu'elles soient plus facilement repérables par des intelligences artificielles. Donc, c'est un prolétariat numérique, quelque part, hein, qui existe et qui va faire que d'autres vont pouvoir plus facilement naviguer et être fluides sur ces outils. Donc, là, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux de régulation qui sont extrêmement importants. Actuellement, il y a une grande opacité sur les algorithmes, la façon dont ils sont conçus. On voit avec nos yeux, enfin avec mes yeux français, nos yeux européens, que certaines recherches tout d'un coup tombent sous le coup comme si c'était de la pornographie, hein, parce que une sensibilité nord-américaine se met en place. Donc,
il y a certains mots qui sont carrément tabous, qui vous disent non, ça, on n'ira pas chercher. Le mot caresse, par exemple, tout de suite, c'est très, très suspect. Donc, on voit qu'il y a une nécessité de régulation pour que l'intelligence artificielle générative puisse être ce précepteur dont on aimerait qu'il serve un maximum d'individus. Et puis, il y a quand même aussi d'autres enjeux encore, hein. On n'en a pas parlé jusque-là, mais on a des enjeux énergétiques, Alors, écologiques. avant de parler de l'enjeu énergétique, je voudrais qu'on Oui, finisse ce sujet de l'éthique, de l'apprentissage avec l'IA. L'éthique, c'est plusieurs questions. C'est une question, par exemple, de la manipulation des données par les tenants des technologies. C'est aussi une logique de respect de la propriété intellectuelle, de respect des données personnelles, mais c'est également, et si on extrapole avec ce que nous préparent certains géants américains, et notamment Elon Musk, avec ses puces connectées, jusqu'où on va aller par rapport à cette logique éthique dans peut-être une hybridation entre l'homme et la machine. alors, il y a carrément plein de questions éthiques qui se posent. Euh, le MIT a créé ce qu'ils appellent une machine morale dans lequel les individus vont être amenés à faire des choix en conscience. Donc ça nous met dans la peau des responsables et des créateurs d'algorithmes. Et on voit que ça n'est pas si simple. Un des exemples qui est donné, par exemple, c'est, eh bien voilà, demain nous avons, pardon, une, euh, une voiture pilotée par intelligence artificielle générative. Elle se trouve face à un dilemme de choix, un passant qui traverse au mauvais endroit, un trottoir sur lequel il y a une petite fille, un homme richissime dans une voiture intérieure, et toutes les données sont connues. Alors, est-ce qu'on préfère sacrifier un homme richissime qui peut apporter du pouvoir économique au pays, un passant lambda âgé qu'on ne connaît pas, une petite fille qui est la génération future? Et donc, cette machine morale nous pose des questions de cette nature. Et on ne sait pas très bien y répondre. En tout cas, pour l'instant, ce type de réponse est dans la main des programmeurs des algorithmes. Oui, parce qu'il y aura une réponse, j'ai envie de dire, algorithmique, avec un calcul, avec des critères qu'on pourra donner. Mais la question, c'est qui va décider des critères? On est d'accord. Et pour l'instant, ça, c'est pas dans le domaine public, d'une certaine façon. C'est très peu dans le domaine public. Donc, autre question éthique, eh bien, c'est l'accès. Qui a accès à quoi? Et des données qui sont intégrées. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis marqué par le fait que, en même temps que nous apprenons à améliorer nos questions en direction des intelligences artificielles, donc on s'adapte à leurs algorithmes, les intelligences artificielles nous observent en train de poser des questions et améliorent leur façon d'y répondre. Donc il y a une double observation, il y a un jeu de miroir qui opère. À qui cela profite-t-il au bout du compte? Donc je ne sais pas. En tout cas, individuellement, j'en tire un bénéfice immédiat, beaucoup d'informations, beaucoup de constructions, beaucoup de réponses. Mais de l'autre côté, une part de mon intelligence est captée, observée, épiée, sans que véritablement j'ai conscience des enjeux que ça représente. Puisque moi, je suis tout petit, mais c'est l'agrégation de millions de réponses et de dialogues qui vont enrichir quelque chose qui me dépasse complètement. Donc là, il y a cette question éthique, accès à ces informations. Qui en fait quoi? Ça accélère encore la question qui était déjà le cas sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et vous en avez parlé, l'éthique, c'est aussi la logique du respect de l'environnement, notamment dans un contexte de changement climatique qui est prégnant et qui est un des sujets majeurs des prochaines années. Vous vouliez en dire un mot? Oui, je voulais en dire un mot parce que c'est quand même un point important. L'été dernier, donc en 2023, en août 2023, une région espagnole se pose la question, doit-on réserver l'eau pour le refroidissement d'un data center ou doit-on réserver l'eau pour eh bien, l'agriculture locale? Voilà les questions qui se posent. Parce que la face cachée de tout cela, c'est une consommation énergétique qui est considérable. Alors certains chercheurs affirment eh bien, que
une simple reconnaissance d'image, par exemple, par un algorithme ou par un cerveau humain, consomme de 1 à 1000 unités énergétiques. Donc c'est un état considérable. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle consommerait 1000 fois plus d'énergie que l'intelligence humaine, que l'énergie humaine à faire ce travail de retrouver une seule image. Donc dans un certain nombre de cas, il y a probablement lieu de se poser des questions de est-ce qu'il est vraiment judicieux d'utiliser une intelligence artificielle alors que des moyens plus frugaux pourraient être suffisants. Il est aussi important de s'intéresser à toutes les matières que cela va nécessiter. Les métaux rares, la construction des téléphones, des serveurs, des infrastructures, des satellites, tout cela a un coût considérable. Donc, faut-il aller toujours plus vite, avoir des images toujours plus précises, des interrogations toujours plus fines? Il y a lieu de s'interroger sur la limite technologique que représente cette surconsommation, on va dire, d'intelligence artificielle générative. Ça, c'est vraiment des questions à se poser. Puis je parlais des ouvriers philippins qui sont aussi en quelque sorte exploités hein, pour que la machine fonctionne. Et il y a également toutes les conséquences sur l'emploi, dont certains nous disent qu'on est dans un cycle capitaliste industriel classique, à savoir destruction d'emplois, puis remplacement par des nouveaux emplois plus qualifiés, par exemple de managers d'intelligence artificielle, de cogniticiens, de prompt designers. Alors il y a plein de métiers qui peuvent sortir, qui peuvent apparaître, et puis d'autres qui peuvent peut-être disparaître. Toutes les tâches répétitives, toutes les tâches à faible valeur ajoutée, progressivement, eh bien, peuvent être remplacées. On a quelques précédents qui arrivent. On a même eu un dirigeant d'une association éducative en Inde qui a laissé sa place à ChatGPT en disant elle sera plus pertinent que moi pour prendre des décisions. Donc ça peut aller assez loin. Maintenant, je voudrais qu'on se projette. Je voudrais avoir votre vision de l'avenir de l'éducation. Comment vous imaginez le paysage éducatif et de la formation évoluer au cours de la prochaine décennie, notamment avec l'avancement des technologies génératives comme l'IA générative dont on a parlé. Et est-ce que vous voyez des changements majeurs qui vont intervenir dans à la fois les méthodes d'apprentissage et d'enseignement? Alors, ce qui m'a marqué dans l'irruption hein, de ChatGPT, c'est tout d'abord certaines écoles qui ont tout de suite dit ah, c'est de la triche, il faut l'interdire. Donc ça a été une sorte de réflexe défensif. On ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, on va interdire. Et puis, le fait est là. C'est un fait massif qui touche tout le monde, les parents, les enseignants, les élèves, les apprenants, les professionnels, tout le monde va l'utiliser. Les entreprises sont aussi en train de se poser des questions. Si je ne mets pas quelque chose en place, eh bien, mes collaborateurs vont par eux-mêmes utiliser et peut-être mettre des données de l'entreprise sur ces intelligences artificielles dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Donc pour l'éducation, c'est pareil. Premier réflexe, on interdit. Deuxième réflexe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de cela? Donc je pense qu'il y a lieu d'être créatif dans la fabrication de tutoriels. Il y a lieu d'être créatif dans le travail en groupe. On peut imaginer que des groupes puissent utiliser pour améliorer leur production des intelligences artificielles. Dans le travail de l'enseignant, la fabrication de quiz, de tests, d'examens peuvent être une aide considérable. Alors, dans un premier temps, c'est ce qu'on observe, les productions ne sont pas forcément aussi solides que ce que pourrait faire un professionnel averti. Par contre, ça dégrossit beaucoup le travail. C'est-à-dire que produire un contenu de cours, peut-être que ce n'est pas parfait actuellement, mais ça donne déjà beaucoup de matière et un professionnel va pouvoir corriger, améliorer, gagner un temps considérable. Donc là, la question qui se pose, c'est pour faire quoi ce temps? Ce temps pour faire quoi? C'est là où je disais tout à l'heure qu'il y a lieu de réinvestir des compétences socio-relationnelles, émotionnelles, des compétences
eh bien, d'intelligence collective, mais également de s'intéresser quelque part à son territoire, au contexte dans lequel on vit. Donc pour moi, ça peut être un stimulant pour ouvrir l'école, si on parle de l'éducation, à son environnement. Ça peut être aussi un stimulant pour ouvrir les entreprises à des façons plus créatives de résoudre des problèmes. Donc, chaque collaborateur ayant la capacité d'avoir une intelligence contextuelle, et cette intelligence contextuelle, c'est un propre de l'humanité, hein, de disposer ce savoir-faire. L'intelligence artificielle, elle ne sait pas spécifiquement autour d'elle s'il fait froid, s'il fait chaud, elle ne se situe pas actuellement. Peut-être demain elle le fera, mais elle ne se situe pas actuellement. Donc là, il y a une combinatoire intéressante pour utiliser cette capacité de contextualiser, cette capacité euh, humaine, intuitive, émotionnelle, onirique, imaginative, corporelle, et de la combiner aux savoirs qui sont apportés. Alors, dans un des questions que je n'ai pas tout à fait répondu, il y avait cette idée de transhumanisme sous-jacente, c'est-à-dire l'idée d'avoir l'augmentation de l'humain, ce que j'appelais, Augmentation, voire hybridation. voire hybridation, avec cette idée de limitation du cerveau humain, du mélange des puces électroniques avec des cellules biologiques. On voit apparaître ce type de test. Et donc, si on a commencé à le voir apparaître, pratiquement, on peut être sûr qu'on va le réaliser. D'ailleurs, moi, je m'intéresse actuellement beaucoup aux mythes grecs ou aux mythes anciens parce que c'est une ressource dans laquelle on va aller puiser des idées nouvelles pour faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Ce n'était pas possible, alors ils l'ont fait. Je crois que c'est le nouveau leitmotiv. Donc c'est l'invisibilité, c'est la télépathie, c'est toutes ces formes-là qu'on n'imaginait pas possibles. L'invisibilité, on le rappelle, les Chinois ont fait une démonstration où il y a une plaque qui est proche de cette capacité à rendre invisibles les choses. En fait, tout ce qu'on avait dans nos mythes, c'est comme si on était en train de le réaliser. Et du coup, la question éducative, pour moi, c'est il va falloir trouver des nouveaux mythes, susciter des nouveaux imaginaires et les faire probablement dans une direction qui soit au service du vivant et de notre planète. Parce que si c'est simplement être toujours plus fort, toujours plus dans l'accumulation, je ne pense pas que ça va bien fonctionner. Il y a probablement lieu de réorienter l'axe éducatif vers une dimension éthique, du souci de soi, des autres, du vivant. Et là, on a potentiellement des outils à mobiliser pour cela. Alors ça, c'est mon souhait le plus cher. Je ne sais pas si ça va aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, je préconise d'aller dans un nouvel humanisme nourri de cette possibilité. Je voudrais qu'on termine l'interview par deux conseils. Deux conseils à destination, d'une part, des éducateurs et des décideurs de demain. Quels conseils vous leur donneriez pour être les meilleurs médiateurs de la connaissance et de la transmission demain? Et le deuxième, c'est quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations qui vont grandir dans un monde façonné par l'IA et qui apprendront à coup sûr pas du tout comme les générations précédentes? Alors, pour les éducateurs, moi, je les inviterais à être des explorateurs, c'est-à-dire de tester par eux-mêmes, puis de voir ce qu'il en est. Donc, de se laisser guider par l'émotion de la joie plutôt que par l'émotion de la peur, d'utiliser leur force d'imagination et donc de tester avec d'autres. Je pense que ça peut être la meilleure façon de faire. Et de faire attention aussi à ne pas se laisser manger par les écrans 100% de son temps. Donc, de garder un équilibre en direction de son propre corps et de la nature. C'est-à-dire, pour moi, il y a des équilibres à avoir entre intelligence émotionnelle, intelligence collective, intelligence artificielle générative et intelligence du lieu. Ces quatre formes d'intelligence me semblent être à recombiner en harmonie. Et puis pour les apprenants, eh bien, il y a probablement, à côté des soft skills qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire des compétences de créativité, des compétences d'apprendre à apprendre ou d'apprentissage, et puis également des compétences collaboratives, je pense qu'il y a l'esprit critique.
à développer plus que jamais. Ils peuvent y être aidés par leurs propres enseignants, ils peuvent y travailler eux-mêmes. Je reboucle avec ce que je disais au départ, où je parlais du discernement et de l'émancipation, qui étaient deux grandes traditions pédagogiques. Ces deux traditions pédagogiques visaient l'édification d'un individu dans un milieu social le plus harmonieux possible. Je pense qu'il faut garder ces éléments-là en tête, tout en ayant à cœur de se dire ce que change la technologie, c'est une accélération, d'une part, c'est des temps disponibles, d'autre part. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Qu'est-ce qu'on fait de cette accélération? Est-ce qu'on se laisse finalement bouleverser? Est-ce qu'on se laisse entraîner à toute vitesse? Ou est-ce qu'on a aussi des bulles pour s'oxygéner, pour prendre de la distance, et puis pour se poser de façon critique eh bien, les bénéfices de telle ou telle technologie? On dit maintenant qu'il y a une intelligence artificielle générative pour tout usage. Bon, est-ce que tous les usages sont pertinents? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a lieu de trier, de faire preuve là preuve de foi. Curiosité, exploration, esprit critique, émancipation, formation continue. Je crois que c'est les meilleurs conseils, Denis, que vous nous avez donnés pour faire face à ce tsunami technologique qu'on vit actuellement et particulièrement avec l'IA générative. Merci beaucoup et à bientôt, Denis. Merci beaucoup pour cet échange. À bientôt.